Et j'en débat avec mes invités. Delphine Granier est avec moi. Elle est analyste au think tank Génération Libre. Raquel Garrido, bonjour, bien sûr. Raquel Garrido, bonjour, secrétaire nationale du Parti de gauche, avocate au barreau de Paris, auteur du guide citoyen de la 6e République, et c'est chez Fayard. Et via Skype à Ménay, dans le Jura, Denis Clerc, bonjour, fondateur d'Alternatives économiques et membre de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Alors, l'allocation universelle est-elle la révolution sociale de demain? Une belle idée qu'il faudrait étudier, affirme la ministre française du Travail Myriam El Khomri. Le député des Français de l'étranger, les Républicains, Frédéric Lefebvre, la défend. Le Canada, les Pays-Bas, la Finlande et la Suisse l'expérimentent. Alors, un revenu pour tous, est-ce possible? Est-ce souhaitable? Et à quelles conditions? Delphine Granier, je commence avec vous parce que vous y êtes favorable. En tout cas, au sein de votre think tank Génération Libre, eh bien, vous poussez cette idée. Pour vous, est-elle la solution pour lutter finalement contre la pauvreté dans un monde qui change? Oui, donc nous on a travaillé sur le sujet depuis un peu plus de 2 ans, donc on en parle beaucoup en ce moment, mais d'abord c'est une idée qui n'est pas nouvelle, elle existe Milton depuis Friedman, même avant lui Thomas Paine en 1797 déjà en avait parlé, donc c'est vraiment une idée qui a été pensée dans différents pays à différentes époques. Ça revient beaucoup en ce moment parce qu'en effet la Finlande l'expérimente, il y a une votation populaire qui est prévue en Suisse au mois de juin, donc l'idée est un petit peu sur le devant de la scène, et il y a récemment, en janvier dernier, il y a Benoît Thiolin du Conseil national du numérique qui l'a proposé au gouvernement, donc l'idée est dans l'air du temps. Nous, chez Génération Libre, on a fait un rapport il y a un peu plus de 2 ans avec notre économiste Marc de Basquiat, et on pense en effet que c'est un système bien plus efficace pour, donc l'objectif premier, c'est de lutter contre la pauvreté. Un revenu pour tous, alors combien est-ce que vous l'estimez? 450 € d'après ce que j'ai lu dans votre rapport? C'est toujours la même la clé, savoir à combien. Alors, je pense justement que le montant, c'est une question secondaire qui doit être débattue avec les politiques, parce que le montant, c'est bien beau de fixer une somme, mais ensuite il va falloir le financer, ce montant, donc ça dépend aussi de combien on veut taxer les gens. Nous, on avait fixé à 450 € parce qu'on s'était basé sur les chiffres du Secours catholique, et on avait donc calculé que pour couvrir les revenus de base d'un individu, ça chiffrait à 450 € pour mois. C'est extrêmement faible, et il y a d'autres propositions qui chiffrent beaucoup plus. Ça, c'est un débat qu'il faut avoir avec les politiques en fonction justement de ce qu'on fait comme proposition. Mais c'est flexible, c'est simple, voilà. Ce sont ça les mérites ce de l'allocation qui est beau dans universelle. ce système, c'est qu'il simplifie et il verse un revenu à chacun de façon inconditionnelle pour justement garantir à chacun une sorte de filet de sécurité qui va lui permettre d'être autonome et de pouvoir faire ses propres choix. Ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est que c'est sans condition aucune. Raquel Garrido, vous pourriez la soutenir, vous, cette idée, comme justement politique du front de gauche, du parti de gauche? C'est une idée de gauche, finalement. Ça rejoint ce que Keynes disait, on n'a plus besoin du travail, le travail pourrait devenir superflu. Disons que c'est quand même pas inintéressant de légitimer le fait qu'on puisse percevoir un revenu, un salaire, en tant que citoyen, en tant que personne, alors qu'on n'a pas d'employeur et on n'a pas d'actionnaire. Il y a quelque chose d'anticapitaliste, on va dire, dans cette idée de dire j'ai de la valeur, je mérite d'avoir un revenu, alors que je suis pas voilà sous le commandement d'un employeur ou d'actionnaire. Ça, c'est une idée. Donc vous pourriez rejoindre une libérale, justement, comme Delphine. En tout cas, ça dessine un modèle de société. Lequel modèle de société? Moi, je suis partisane qui soit discuté. Parce que en fait, ça a beaucoup d'implications. Je veux dire, si on se libère des employeurs et des actionnaires, c'est une société tout à fait différente qu'on est en train d'organiser. Bon. Après, qui va payer? C'est ça la question. Voilà. Et donc, après, il faut répondre à d'autres questions. Premièrement, je suis d'accord pour en parler. Voilà. Je sais que vous êtes des libéraux, vous êtes de droite, vous êtes ultra-capitalistes. On n'est pas de droite. Attention. Bon. Vous n'êtes pas de droite. Non, mais les personnes qui promeuvent. Pas de droite. Non, mais les personnes qui promeuvent cet agenda, c'est pas la peine de le cacher. Aujourd'hui, c'est plutôt, la droite. Moi, je suis quand même d'accord pour en parler, parce que je pense que le système actuel qui assigne chaque personne à résistance à quémander comme ça vis-à-vis de l'employeur un salaire, je pense que c'est pas bon. Et dans une assemblée constituante pour la 6e République, c'est une de mes marottes, et d'ailleurs je parle de la propriété privée dans un des chapitres de ce livre, parce que je pense que c'est les sujets dont il faut qu'on parle dans la 6e République. Après, je pense que là où il faut avancer, c'est sur la question effectivement du financement, et où est l'argent, et à qui est l'argent. Aujourd'hui, vous avez un problème, c'est que les personnes qui travaillent génèrent énormément de valeur. Or, il est payent des cotisations, approprié, et en plus, ils payent des cotisations.
Mais cet argent est entièrement approprié par des actionnaires, par des employeurs, alors que en fait, il devrait être la propriété de la personne qui génère. Voilà, vous revenez là vraiment sur le statut de la propriété privée. Oui, mais donc, du coup, je termine juste sur moi, Stéphanie, c'est pour dire que pour moi, je lis ce sujet au fait de combien je vaux. Bon, et donc c'est la question des salaires en général. Aujourd'hui, vous avez des écarts de salaire qui sont beaucoup trop importants, et avec cette idée de salaire de base, par exemple, tel qu'il est défini par Bernard Friot, communisme, là. il faut dire que c'est pas possible ces écarts-là, et que dans une société moderne, il faudrait avoir des écarts de salaire de 1 à 20 par exemple, mais voire moins, comme 1 à 5 comme c'est le cas dans l'économie sociale. On pourrait revenir sur la hiérarchie des salaires. Denis Clerc, vous êtes fondateur d'Alternatives économiques, qui est tout de même un journal, comme son nom l'indique, Alter. Donc qu'en pensez-vous de cette allocation universelle ? Je ne suis ni pour ni contre, parce que, comme souvent, le diable est dans les détails et le résultat va dépendre beaucoup d'ail. Et tout à l'heure, j'ai noté que la représentante du think tank Génération Libre disait ce revenu universel, cette allocation de base, enfin peu importe le terme qu'on utilise, est destiné à lutter contre la pauvreté. Je trouve quand même curieux que pour lutter contre la pauvreté, on verse à tout le monde, 65 millions de citoyens, une allocation de base, alors qu'il n'y a pas 65 millions de pauvres. Donc ce qui vous choque, c'est que des riches puissent toucher cette allocation universelle. Donc vous revenez sur en fait son principe universel. Voilà, c'est l'idée qu'il faille considérer tout le monde comme exactement identique est une idée intéressante, sauf que d'un point de vue économique, ça signifie que si par exemple on prend 450 € de revenus de base, eh bien il va falloir y consacrer 320 milliards d'euros. 320 milliards d'euros, c'est plus que ce que l'assurance maladie coûte à la France. C'est davantage que ce que toutes les prestations sociales destinées à lutter. Donc ça, ce sont les calculs que vous avez faits à Alternatives économiques, justement, sur un financement, sur une évaluation globale, une enveloppe globale de ce que ça coûterait ? Oui, on a publié, enfin j'ai publié dans la revue qui est édite Alternatives économiques qui s'appelle L'économie politique. J'ai donc publié un article chiffrant tout cela. Mais on voit bien que la masse à financer est tellement importante qu'il va falloir non seulement augmenter les impôts d'une manière générale, mais d'autre part réduire les prestations sociales. Et effectivement, dans le projet de Génération Libre, bien, il y a un certain nombre de prestations sociales qui sont supprimées, le RSA, les allocations familiales, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que, une fois encore, ça peut évoluer ceci. Mais financer 320 milliards d'euros de dépenses publiques, eh ben, ça signifie que quelqu'un ou quelques-uns ou beaucoup vont devoir payer. Vont devoir payer. Delphine Granier, alors justement, c'est le financement qui est tout de même au cœur de cette réforme. Le fait que, au fond, quand on parle du revenu de base, tout le monde dit chic, il y a 450 € en plus par personne, c'est toujours bon à prendre, et on oublie complètement que le financement de cette dépense va nécessiter des recettes supplémentaires, et que dans le projet de Génération Libre, eh bien, tout le monde va payer la même chose, c'est-à-dire 38% sur son revenu. Delphine Granier, alors justement, votre financement, c'est un impôt proportionnel, c'est ça que... Et puis en même temps, vous revenez véritablement sur l'ensemble des autres allocations. Je voudrais revenir sur une remarque. Donc c'est cher, est-ce que c'est faisable ? D'abord, aujourd'hui, on a 400 milliards de dépenses sociales par an. Donc déjà, c'est au-dessus des 320 milliards. Énorme. On a toujours des gens dans la rue avec des panneaux « J'ai faim », donc il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. La beauté du système du revenu universel, d'abord, c'est que c'est un système qui est à l'équilibre, qui s'autofinance. C'est un circuit fermé. Donc chacun reçoit un revenu universel d'un montant à définir. Mais ensuite, nous, dans le système qu'on a défini, on dit que ce revenu universel, il est financé par une libertaxe. Chacun est taxé au premier euro sur ses revenus. Donc Madame Bettencourt, par exemple, elle ne va pas toucher en cash ce revenu universel. Elle bénéficiera d'un crédit d'impôt, mais 450 € pour Madame Liliane Bettencourt, ça ne change rien. Mais alors, est-ce que c'est un impôt qui financera, parce que j'ai vu que vous évoquez un impôt de 23% qui se substituerait à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. C'est ça. Nous, on finance le Liber avec une libertaxe à 23% au premier euro sur tous les revenus,
qui remplace l'impôt c'est un sur le impôt revenu, proportionnel. L'impôt sur les sociétés, c'est un impôt proportionnel. Donc comment être sûr qu'il va profiter aux plus fragiles? Là, on a fait une modélisation. On s'est basé d'abord sur les chiffres de Thomas Piketty, donc c'est des chiffres vraiment sérieux. Ce qu'il en ressort, c'est que les masses de redistribution ne changent pas énormément. En revanche, les premiers déciles gagnent et les derniers déciles, justement, perdent un petit peu. Donc les plus pauvres, ils gagnent tout de même, c'est dans votre modèle. Voilà. Les actifs et les jeunes, qui sont ceux qui sont les plus fragiles dans notre système actuel, vont gagner avec ce système. Et en revanche, les retraités et les rentiers, essentiellement, vont perdre. Et je voudrais juste revenir sur... Alors Denis Claire, attendez, parce que Denis Claire réagit très vite parce qu'on n'a plus le temps. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient de dire Delphine Granier? Mais Mme Bettencourt ne va pas perdre. Elle sera imposée à 23%, alors qu'actuellement, l'essentiel de ses revenus dépasse le seuil d'imposition qui est marginal, qui est le plus élevé, c'est-à-dire 45%. Elle va passer de 45% de taxation sur la quasi-totalité de ses revenus à 23%. Donc elle en profite, Delphine Granier. Dire que le PER va être redistributif au détriment des revenus les plus élevés, parce que d'une certaine manière, les revenus les plus élevés, ce sont aussi ceux qui payent le plus l'impôt sur le revenu. Et désormais, ils le paieront comme tout le monde. Juste une réaction très vite parce qu'on n'a plus le temps. Oui, d'abord, Raquel, on a compris que vous étiez d'accord avec Denis Claire. Oui, d'abord, ça n'inclut pas la fiscalité du capital, donc ça, c'est inchangé. Donc elle paiera autant sur tous les autres revenus. Et ensuite, ces 23%, c'est pour financer un Libère à 450 €. Mais c'est 23% sur tous les revenus. Mais alors, attendez, est-ce qu'on peut juste dire quand même quelque chose? Premièrement, c'est que le principe de flat tax, de la même imposition pour tous, n'est pas progressiste. C'est-à-dire que la progressivité de l'impôt est un acquis qui est même inscrit dans la Révolution française, l'article 13 et 14. Et là, vous remettez en cause quelque chose de fondamental et qu'un outil fondamental pour la redistribution. Et on comprend pourquoi les secteurs de droite, pro-patronaux, poussent cette idée-là. Bon, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas dire à la fois qu'on lutte contre la pauvreté et ensuite avancer le chiffre de 450 € qui est largement en dessous du seuil de pauvreté. Bon, le seuil aujourd'hui, en réalité, pour vivre, il faudrait 1200 €. Donc voilà, alors évidemment, je suis désolée, on n'a plus le temps. C'est le montant qui pose question, c'est son financement, mais ça reste une idée intéressante. En attendant, l'urgence, Stéphanie, si je peux me permettre, c'est quand même aujourd'hui d'en rester à des revendications comme l'augmentation du SMIC à 1700 €. Vous en revenez à vos vieilles marottes, chère Raquel. Merci à tous. Restez avec nous juste après le journal, on se retrouve. On parlera de Cuba.